Bienvenue à tous au sein de cette émission « Que les choses soient dites ». Ce soir, nous abordons un sujet difficile, je dirais dérangeant, qui fait débat depuis longtemps et pourtant d'actualité. En effet, le Parlement français s'apprête, d'ici quelques semaines, à débattre de la proposition de loi numéro 3755 qui vise à affirmer le libre choix de la fin de vie en permettant aux citoyens majeurs et capables d'avoir recours à une aide active à mourir dans des situations précises. Vous avez certainement entendu parler de la loi Leonetti qui, adoptée en 2005, permet le recours à des soins palliatifs pour tous et condamne l'acharnement thérapeutique. De même, vous avez peut-être eu connaissance de la loi Claes, j'espère avoir bien prononcé, Leonetti, datant de 2016 et qui autorise l'utilisation de produits sédatifs puissants jusqu'au décès pour des malades en très grande souffrance. Certains en France pensent que la loi Leonetti, puis Claes Leonetti sont largement suffisantes, ces lois, pour la paix des familles, des mourants, mais aussi des médecins. Par ailleurs, beaucoup estiment que ces lois ne répondent pas à toutes les situations ni à toutes les demandes. Des pays proches ont déjà été plus loin puisque les Pays-Bas ont autorisé l'euthanasie active et le suicide assisté dès 2001. Entre autres, ont suivi la Suisse, l'Espagne, la Colombie, 5 États américains, mais aussi l'Autriche en 2022. Sous l'impulsion de notre président de la République, un texte de loi français sur ce sujet a été préparé par un groupe de députés. Au préalable, le Comité consultatif national d'éthique admettait en 2022, je cite, « à de strictes conditions la possibilité d'un accès légal à une assistance au suicide, et ce, depuis, je vais dire, 2022. En avril 2023, 184 citoyens de toutes les sensibilités se sont prononcés majoritairement en faveur d'une ouverture à l'aide active à mourir. Pour bien comprendre ce sujet complexe, voici un bref résumé du projet de loi, même si, par ailleurs, tous les mots sont importants dans le texte initial. Alors il est dit, toute personne majeure et capable qui se trouve dans une situation d'affection avérée, grave, incurable, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qu'elle juge insupportable ou la plaçant dans un état de forte dépendance, peut demander à bénéficier d'une aide active à mourir. Par la suite, 2 médecins étudient la situation et rendent sous 4 jours des conclusions écrites s'ils confirment que la situation est conforme au texte de loi et le patient doit donc officiellement confirmer sa volonté de bénéficier d'une aide active à mourir. 8 jours après le décès, si le protocole utilisé est validé par la commission de contrôle, le décès est classé mort naturelle. Alors, le médecin qui est sollicité pour apporter son concours à l'aide active à mourir peut refuser, mais doit, dans un délai de 2 jours, s'être assuré de l'accord d'un autre praticien et lui avoir transmis le dossier. Alors, une nouveauté est introduite à propos des directives anticipées.
Si la situation de la personne se dégrade en fin de vie et qu'elle n'est plus capable de s'exprimer, elle peut néanmoins recevoir une aide active à mourir. Et si elle en fait mention dans les directives anticipées. Enfin, on retrouve dans le texte la notion d'accès universel aux soins palliatifs. Alors, au moins une unité de soins par département. Alors, il faut rappeler que Robert Badinter et François Mitterrand étaient viscéralement opposés à l'euthanasie. À noter que ce terme n'est pas utilisé dans le texte de loi au profit de l'expression « aide active à mourir ». Hier, le 19 mars, les évêques de France ont signé un texte affirmant leur opposition au projet de loi sur la fin de vie. Les musulmans également se montrent très critiques à propos de l'ouverture du président de la République sur l'aide active à mourir. Et vous, qu'en pensez-vous de cette possibilité d'aide active à mourir encadrée par une loi? Pour rentrer dans le débat, j'ai réuni ce soir plusieurs invités. Un noyau dur que vous connaissez, Evita Chevry, avocate. Il y a aussi Harry Anslade, ingénieur, chef d'entreprise. Samuel Damo, qui nous rejoindra d'ici quelques instants, qui est lui aussi chef d'entreprise. Et puis, Marilyn Lacmy, qui est médecin, donc chef du service génétique au CHU de Guadeloupe. Elle est sur ce plateau surtout en tant que directrice de l'Érégine. On en saura un petit peu plus tout à l'heure. Et l'Érégine, qui est l'espace de réflexion éthique de la Guadeloupe et des îles du Nord. À ses côtés, nous avons Sandra Caillé, qui est, ou Caillette, Caillé, qui est, elle, coordinatrice de l'Érégine. Alors, mesdames, je dirais monsieur pour l'instant, merci d'être sur ce plateau. Merci de répondre à quelques questions, mais surtout de débattre sur un sujet qui est un petit peu difficile à aborder, compliqué, mais je sais que vous le ferez en toute transparence et vérité. Alors, l'Érégine, il faudrait en connaître un petit peu plus, on y arrivera tout à l'heure. Et puis, il y aura en deuxième partie d'émission des appels de téléspectateurs, des gens qui nous donneront leur avis sur ce sujet. Il faut dire aussi qu'il y a une enquête qui a été menée par l'Érégine sur cette question. Et il sera intéressant de savoir ce qui est ressorti de cette enquête. Mais avant toute chose, j'aimerais lancer un coup de gueule. Permettez. Parce que la situation en Guadeloupe est très, très compliquée. On entend tout ce qui se passe. Alors, je dis que le fait de ne pas avoir d'eau dans les robinets, ben, ça devient insupportable. Aujourd'hui, on se retrouve avec des établissements de santé qui n'ont pas d'eau, où les réserves s'épuisent, des personnes fragiles, des personnes qui sont à la maison, en hospitalisation à domicile, qui n'ont pas d'eau. On se retrouve aussi avec des personnes en situation de handicap, qui sont dans des structures adaptées et qui n'ont pas d'eau. Et puis des gens qui travaillent, mais qui ne peuvent pas se laver, ou qui sont obligés de gréver leur budget mensuel pour acheter de l'eau et pour se laver. Donc, je trouve insupportable cette situation. Et plus encore insupportable que rien ne se fasse pour arrêter cela. Qu'il y ait des tours d'eau, c'était déjà pas normal, c'était déjà, je dirais, quasi insupportable. Mais maintenant, qu'il n'y ait pas une goutte d'eau dans des robinets depuis 48 heures, voire plus pour certaines communes, je me dis qu'il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter cela. Maintenant, cette population se trouve en grande difficulté dans tous les compartiments. Alors, on parle souvent de liberté. On parle souvent d'évolution. Donc, jusqu'où va notre liberté? Celle d'avoir de l'eau dans son robinet. Est-ce que rentrer chez soi, ne pas pouvoir se laver, c'est être libre?
Et ça, c'est la question que je pose à tous ceux qui nous dirigent, à tous ces acteurs qui sont censés mettre de l'eau, en tout cas, faire en sorte qu'on ait de l'eau dans les robinets. Alors là, je laisse à tous cette question. Et surtout, je fais appel au sens de la responsabilité individuelle, la responsabilité de tout un chacun. Je n'ai pas l'habitude de lancer des coups de gueule, mais je me dis qu'à un moment donné, il faut dire stop. Stop à ce genre de choses. Il y a des conférences de presse, il y a tout, mais il n'y a toujours pas d'eau dans les robinets. Donc, de grâce, pour toutes ces personnes fragiles qui comptent sur nous, mais essayez de faire en sorte qu'il y ait de l'eau. Ce serait déjà ça, ce serait un premier pas. Maintenant, j'arrive au sujet de ce soir. Désolée, chers invités, mais je me dis qu'à un moment donné, il faut pouvoir dire les choses. Il faut pouvoir se positionner parce que trop, c'est trop. Voilà. Donc, ce sujet, l'aide à la fin de vie. Mais avant de vous donner la parole là-dessus, on aimerait bien savoir ce que c'est que les régines. Alors, date de création, pourquoi, à quoi ça sert, etc. Alors, comme vous le souhaitez, Madame Lacmi ou Madame Cayette, vous complétez si vous le souhaitez. Oui. Donc, en fait, un décret national a créé les espaces de réflexion éthique régionaux, donc un par région en France. Depuis 2012. Depuis 2012, donc un décret de 2012. Et l'espace de réflexion éthique de Guadeloupe a été créé en 2015. 2015. Voilà. Il est constitué de deux parties, on va dire. Un bureau qui est composé principalement de chefs d'établissement de notre territoire. Et des établissements de santé, oui, exclusivement. De santé, oui. Non, il y a aussi des médico-sociaux. Oui, de médico-sociaux. Mais enfin, c'est autour de la santé. Et d'un conseil d'orientation qui, lui, est composé de professionnels de santé, mais aussi de juristes. Il peut être composé aussi de philosophes, de sociologues, d'enseignants, enfin voilà. De personnes de la société civile qui sont... C'est du volontariat? Oui, du bénévolat, voilà. Complètement. Donc des personnes qui ont un intérêt pour la question de la réflexion éthique. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis il y a des membres de droit, puisque nous sommes un service public, qui sont l'ARS, le CHU et puis l'Université des Antilles. Voilà. Ouais, donc membres de droit. Alors, comment ça fonctionne? Alors, quel est le but? Voilà. Ouais. Les missions de l'Érégine, c'est sensibiliser à l'éthique, former à l'éthique les professionnels de santé, organiser des débats publics donc vers nos citoyens pour qu'ils puissent se saisir de la question éthique. Et là, on voit par exemple pour la fin de vie à quel point c'est important. Notre but, c'est de donner à tous des outils de la réflexion. C'est quoi l'éthique? Alors l'éthique... c'est une grande question. Je crois que j'avais même préparé quelque chose en créole pour dire ce que c'était. C'est très bien. Alors l'éthique, en fait, c'est... Alors pourquoi l'éthique, en fait? C'est ça, en fait. Pourquoi on parle d'éthique maintenant? Notre société, vous voyez qu'elle est complètement... Elle se diversifie de façon très importante. Il y a 50 ans, tout le monde était, ou peut-être un peu moins, mais tout le monde était catholique, par exemple en Guadeloupe. On avait tous les mêmes principes, des mêmes bases de pensée. Et désormais, on voit bien que notre voisin n'a pas la même religion ou façon de voir que nous. Il y a aussi le fait que beaucoup de libertés, en fait, ont été gagnées. Les femmes ont beaucoup plus le droit à la parole, les différences de genre sont acceptées. Donc, tout le monde, en fait, maintenant a la liberté de dire et de vouloir ce qu'il souhaite pour sa vie. Il faut concilier tout ça. Et donc, pour concilier tout ça, il faut avoir la parole et intégrer dans les décisions la parole de tous et les souhaits de tous. La fin de vie, c'en est un bel exemple, puisque c'est un groupe de patients bien précis, comme vous l'avez dit,
qui demandent à ce qu'il y ait cette ouverture de la loi à leur volonté de mourir de façon active avant on va dire, la fin de vie, enfin la phase terminale de leur vie. Donc ça, c'est un des exemples qui montre que désormais, tous les points de vue sont importants. L'éthique, ça sert à réfléchir autour d'une question auquel la loi ne peut pas répondre et de trouver une solution qui permette soit un consensus, ça veut dire tout le monde est d'accord, ou alors que le plus grand nombre puisse adhérer à cette solution. Donc c'est d'abord une réflexion autour de valeurs en fait, qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre, d'un groupe à l'autre aussi, et essayer de concilier toutes ces valeurs. C'est c'est une réflexion, comme l'a dit le docteur Lakmi, autour des valeurs humaines, sur des thématiques, il n'y a pas que la fin de vie, ça peut être la procréation médicalement assistée, ça peut être la question de la liberté d'aller venir, l'autonomie du patient, enfin il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles on travaille. Et alors est-ce que c'est l'orientation sur ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire, on doit faire ou on ne doit pas faire? Est-ce que c'est justement, par exemple, la loi, c'est vraiment une norme, des règles qui s'appliquent à l'ensemble d'une collectivité. C'est collégial. La question de l'éthique, c'est, je dirais, c'est pas chercher ce qu'il y a de bien ou ce qu'il y a de mal, mais c'est plus, c'est pas un discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal, mais ça va être plus chercher ce qui est le moindre mal. Ça va être chercher qu'est-ce que on peut faire le mieux possible sur le moment pour le patient, mais aussi pour le soignant dans le cadre de la santé, puisque le soignant est un individu aussi comme le patient. Donc on va chercher des réponses, parce qu'il n'y a pas de solution. Dans la loi, par exemple, un texte de loi, ce sont des règles, on les applique. Dans l'éthique, il n'y a pas de normes, ce ne sont pas des règles. À chaque situation qui évolue, à chaque singularité, il y a des réponses. Et donc, qui sont prises collectivement, qui sont prises de façon interdisciplinaire. Donc on voit aussi bien l'aide-soignante que le médecin, l'infirmière, dans plusieurs disciplines. Et on cherche vraiment de façon collégiale à trouver les meilleures réponses pour prendre en charge le patient. Donc c'est vraiment décider ce qu'il y a de mieux pour lui sur le moment. D'accord. Alors, dans cette émission, on simplifie par les prénoms. Donc, on va simplifier. Marilyn, vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez préparé une petite explication en créole. Oui, mais je l'ai pas. Est-ce que vous pouvez nous délivrer cela? Je voulais l'imprimer. Alors, j'avais écrit que l'éthique, c'est en réflexion que nous peignons soit nous-mêmes, soit avec d'autres collègues, soit aussi équipe à direction, peignons aussi problème à yo à un autre niveau, ou question à éthique à poser, c'est-à-dire qu'à pour yo fait, parce que voilà, pas qu'à dire yo ça pour fait, c'est à yo de trouver une solution pour régler le problème-là. D'accord, voilà. Donc j'aime bien la loi, pas qu'à dire yo ça pour yo fait. Non. C'est yo même. C'est yo même qui doit être trouvé ensemble, en solution. D'accord. On voit bien que l'éthique intervient là où on n'a pas de réponse dans la loi. Donc quand on se retrouve face à des situations complexes, singulières, et nous on parle souvent de tension éthique, on parlait tout à l'heure de valeurs humaines. En fait, il faut savoir que la réflexion éthique, ce sont des réflexions qui portent sur ces valeurs, mais autour de principes éthiques, qui sont les principes de l'équité, donc égalité pour tous. Il faut que le soin soit accessible à tout le monde, quel que soit ce qu'on a dans son porte-monnaie, sa couleur de peau, donc l'équité du soin. Après, un autre grand principe éthique, c'est celui de la bientraitance, soigner avec bien traiter les gens, donc non-maltraitance. Et le principe aussi, je l'évoquais tout à l'heure, de l'autonomie, de la liberté, du respect du droit des personnes. Et donc c'est sur cette base de tous ces principes qu'on est amené à réfléchir et à trouver des solutions là où dans les textes de loi on ne trouve pas de réponse. Voilà, alors j'aimerais, avant de marquer une pause, livrer deux définitions
mais j'aimerais quand même vous entendre. On va faire comme on a l'habitude, vous entendre, puisque certains députés ou certains membres du gouvernement disent non, non, oh là là, on ne parle pas d'euthanasie, on ne parle pas non plus de suicide. Donc, on parle d'une aide à mourir, mais on ne parle pas d'euthanasie et de suicide. Alors, qu'est-ce que c'est que l'euthanasie? Qu'est-ce que c'est que le suicide? Puisque si on n'en parle pas, et on fera le parallèle entre l'aide à mourir, voir un petit peu ce qu'il en est exactement. Alors, tout d'abord, une définition, pas forcément la définition du Larousse ou autre. Pour vous, c'est quoi l'euthanasie et c'est quoi le suicide? Je débuterai par vous, malheureusement, par vous, Sandra, ou heureusement, je débuterai par vous. Quelle est votre définition de l'euthanasie et du suicide? Alors moi, j'ai envie de m'inscrire dans une définition qui concerne on va dire, mon champ de compétences. C'est-à-dire en tant que coordinatrice à l'espace de réflexion éthique, et on œuvre particulièrement au niveau de la santé et des sciences de la vie. Donc ma définition ne sera pas peut-être globale, mais en tout cas, elle concerne ce contexte-là. Donc l'euthanasie, c'est le fait d'accompagner, en fait, c'est le fait de mettre fin à la vie de quelqu'un. Donc c'est un acte, on peut dire, qui est réalisé par un tiers par rapport au suicide, où c'est la personne qui met elle-même fin à sa vie. Et dans le contexte là qui nous réunit ce soir, celui du projet de loi sur la fin de vie, la différence, c'est que quand quelqu'un est en perte d'autonomie, quand quelqu'un n'a pas la possibilité, de par souvent l'amoindrissement de ses capacités, de ses facultés, elle ne peut plus s'administrer un produit létal, un produit pour mourir, à ce moment-là, on va parler d'euthanasie puisqu'il y aura un tiers. Et dans le cadre légal du projet de loi, en tout cas, ce tiers, ça sera probablement un médecin ou un proche de cette personne qui va l'aider à s'administrer ce produit. Alors, à la demande de la personne. Dans le cadre du projet de loi, et c'est là où les gens doivent comprendre toute la différence, c'est que c'est pas à la demande comme ça, comme je peux vous demander un peu d'eau ou n'importe quoi. Ça, c'est très encadré, c'est étudié. Vous l'avez évoqué dans le préambule. Les personnes qui en font la demande, c'est dans des cas très particuliers, très singuliers. Et c'est encadré légalement, mais par les personnes qui accompagne les proches, mais aussi par le corps médical. Et donc, si cette personne le souhaite, donc elle a le choix, c'est pas quand vous rentrez à l'hôpital, tout de suite, on vous fait boire ou une petite potion ou on vous administre une petite piqûre. C'est vraiment, dans le cadre du projet de loi, c'est si le patient, dans un contexte et des conditions particulières, fait la demande. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Et c'est pareil pour le suicide assisté. Là, on est dans une situation qui est la même, sauf que c'est la personne qui s'administre elle-même parce qu'elle est autonome et parce qu'elle le souhaite. On parle quand même de suicide. Voilà, oui, puisque le suicide, par définition, c'est ça, c'est qu'elle porte elle-même atteinte à sa vie pour des raisons qu'on pourra discuter tout à l'heure, puisque c'est des personnes qui font ce choix ou qui souhaiteraient aller dans cette direction pour des raisons, on peut dire, de confort, ou en tout cas qui ne veulent pas se retrouver dans les souffrances physiques et psychiques d'une agonie. Quand on souffre, est-ce qu'on a toute sa tête? Est-ce qu'on a les idées claires pour pouvoir demander? Alors ça, c'est une question qui viendra. On fait rapidement, juste avant une coupure pub, rapidement, pour vous, Marilyn, l'euthanasie, le suicide. Je ne vais pas dire beaucoup de choses différentes. Ce que je peux juste noter, c'est qu'en France, vous avez cité tous les pays qui ont accédé relativement lointainement ou très proche, de façon très proche, qui ont adopté l'euthanasie. Et c'est vrai qu'on voit que la France a beaucoup de mal à le faire, alors que la demande, en fait, elle est très ancienne, en fait. Parce que ce terme d'euthanasie, il est entaché vraiment de la notion que le médecin, en tout cas le corps de santé, il tue le patient. On va dire ça aussi crûment. C'est ça la notion. Il tue le patient. Voilà, c'est ça la notion en fait. C'est ça la petite différence. Voilà, c'est ça. C'est pas le cas. Alors il faut bien comprendre que
cette aide à mourir, elle intervient dans ce cadre de loi, dans des circonstances extrêmement ciblées, spéciales, et vous l'avez bien dit aussi, dans un cadre collégial. C'est pas, il y avait eu, il y a quelque temps, un médecin, et c'est peut-être ce type de comportement hein, qui a aussi pu prêter à confusion. C'était un médecin urgentiste, je crois, qui voyait passer aux urgences des petites personnes un peu âgées. Et il estimait qu'elles étaient au bout de leur vie. Et, voilà. Et donc ça, c'est je pense, ce type de... Ouais, ils se donnaient le droit d'interrompre leur vie tout seul, par sa propre décision. Oui. Et ça, c'est ce type de comportement qui a pu induire en erreur. Voilà. Alors que c'est une dérive totale. Oui. Voilà. Evita, rapidement, et puis Harry, et nous marquons la prise. Oui, suicide, euthanasie. L'euthanasie et le suicide assisté, en fait, ce sont d'abord des termes très violents. Parce que qui dit euthanasie, effectivement, cela vient d'être dit, c'est l'action de l'eau. On met le projecteur sur la tierce personne qui administre, qui décide même. Et en fait qui achève. Parce que c'est ça l'euthanasie. Il y a ce côté, on achève bien les chevaux, disait le film, mais on achève bien aussi les personnes âgées ou les personnes très malades. Ça renvoie d'ailleurs à l'image de je ne sais plus dans quel peuple, à partir de certain âge, on vous laisse tout seul partir. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est vrai que c'est très violent. Et l'aide à mourir, c'est autre chose, c'est beaucoup plus doux, parce que la personne, ça sous-entend que la personne veut mourir parce qu'elle est au bout de quelque chose, et la tierce personne intervient juste pour l'aider. Donc je trouve que sur le plan la terminologie, c'est déjà autre chose. Mais on ne peut pas faire l'impasse. Pourquoi la France est en retard par rapport aux autres pays? Mais de toute façon, ça a fait débat. Pourquoi ça fait débat? Maintenant, ça fera de moins en moins de débat, puisque justement, les choses évoluent. Mais il est clair que l'impact de la religion a longtemps pesé sur cette question, parce que la question fondamentale que les gens qui sont ancrés dans la religion est de savoir à qui appartient la vie. Est-ce que ma vie m'appartient? Ou est-ce que je participe de la vie et que la vie, justement, ne m'appartient pas parce qu'elle appartient à quelque chose de transcendantal. Et c'est là que le débat, d'ailleurs, s'est toujours porté sur peut-on tuer? Et il y avait même, je me rappelle qu'au moment des débats sur l'euthanasie et autres, il y en a qui disaient ben, c'est un crime. Et il y a d'ailleurs des médecins qui ont été poursuivis pour pouvoir justement avoir permis de mourir un certain nombre de personnes. C'est tout ça pour dire comment c'est complexe ça. Donc beaucoup de gens vous diront nous sommes d'accord, j'ai vu qu'il y a un chiffre assez important de gens qui sont d'accord pour aider à mourir dans la dignité, on va voir cette question et tout. Et d'ailleurs, beaucoup disent c'est l'ultime espace de liberté que nous avons, c'est de décider ce que nous pouvons faire. Mais derrière, en arrière-fond, il y a encore ceux qui disent attention. D'ailleurs, les évêques de France ont déjà signé, et c'est là. Est-ce que cela vous appartient? Parce qu'il ne faut pas oublier la politique de la religion sur justement toute la question du suicide. Les suicidés qui n'avaient pas droit d'ailleurs à un enterrement religieux. Voilà. Donc ce n'est pas simple. On retrouve les mêmes arguments pour l'IVG, hein, cette question sociétale, et les arguments de ceux qui sont opposés ou qui en tout cas ont du mal à comprendre. On retrouve ces arguments lorsqu'il y a eu la question de l'IVG à une époque où ça faisait vraiment... ça a été très violent. Ça a été très dur, oui. Merci Sandra. Harry, rapidement, et nous marquons vraiment une courte pause. Finalement, moi je pense que en définitive, il y a un élément clé dans cette société. Pour sauvegarder la société, l'élément, d'ailleurs la nature est basée dessus. On doit aimer la vie. Et ça fait peur à tout le monde. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'aime plus la vie, il n'aime plus sa vie, c'est quelqu'un qui est dangereux pour vous. Parce qu'à ce moment-là, il peut porter atteinte à votre vie parce qu'il n'a plus rien à perdre.
Et c'est toute la société est basée dessus. Et tous les débats qu'on a, j'ai toujours l'impression, ce n'est pas... C'est de l'éthique, mais c'est de la survie collective. Imaginez bien, on parle souvent de terrorisme. Le vrai terroriste, qui est celui qu'on craint, c'est celui qui est capable de... qui dit, je me moque, de ma vie, je me moque, mais je suis prêt à tuer. Ben, c'est l'élément clé qu'on n'arrive pas à gérer. On craint ça. On craint ce genre de terrorisme. Eh ben, la guerre bien organisée, on l'a fait tout le temps pourtant. Mais l'individu qui est prêt à mourir est un danger pour tous les autres. Et donc, je pense que tout le débat, il est là. Mais, et malheureusement, moi, je considère que, par contre, la torture n'est pas quelque chose d'agréable. Et on parle beaucoup de ça, mais il y a un élément, quelqu'un qui souffre. C'est pas quelqu'un qui le torture, mais c'est de la torture. Qui aime la torture? Quand quelqu'un est en train de souffrir, et en train de souffrir très sévèrement. Mais c'est comme si on le torturait. Et souvent, demandez à quelqu'un, celui qu'on torture, qu'est-ce qu'il dit? Tuez-moi. Arrêtez ma torture, tuez-moi. Et c'est souvent ce qu'on voit, ce qu'on entend. On y reviendra. Ah ben, parce que on y reviendra. personne ne vit la douleur comme ça avec plaisir. Hein. On y reviendra. En tout cas, nous nous retrouvons d'ici quelques instants, juste après cette page de publicité. À tout de suite. Alors, nous arrivons vraiment avec ce sujet fin de vie. Peut-on provoquer une mort naturelle? Alors, une vaste question. Peut-on provoquer une mort naturelle? Et je me suis basée sur le projet de loi pour justement aborder, en tout cas trouver l'intitulé de la thématique. Mais tout d'abord, avant vraiment d'entrer en plein cœur de ce sujet, il y a une enquête qui a été réalisée, Sandra et Marilyn, il y a à peu près une année, Oui. Où vous avez posé des questions aux Guadeloupéens et pas que, Oui. pour savoir un petit peu comment est-ce que cette population abordait cette question et puis ce qu'elle pensait de tout cela. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Alors, je vais laisser Marilyn vous donner quelques chiffres. Oui. Mais avant de parler des chiffres, je vais vous parler du contexte un peu de cette enquête. Donc, quand le gouvernement a souhaité faire évoluer ce projet de loi vers la question de l'aide active à mourir, on a vu tout à l'heure que l'aide active à mourir comprend deux notions, l'euthanasie et le suicide assisté. Le gouvernement a souhaité prendre le pouls auprès de la population, savoir d'abord ce que les personnes en pensaient vers cette évolution qu'on a vue qui existe dans certains pays. Vous les avez cités en début d'émission, et qui n'existe pas encore pour la France. Et en fait, pour ça, il fallait mener des débats pour échanger avec la population. Donc nous, on s'est dit ici en Guadeloupe, puisqu'on nous a demandé, je dis le gouvernement nous a demandé, nous, à l'espace de réflexion éthique, de prendre le pouls de la population de la Guadeloupe, on s'est dit on va mettre en place une petite enquête pour savoir non seulement quels sont la part de ceux qui sont pour, la part de ceux qui sont contre. Mais j'ai envie de dire, pour que les gens puissent s'exprimer sur un sujet, il faut déjà qu'ils comprennent quel que c'est que ce sujet. Donc nos questions ne se sont pas limitées à savoir pour ou contre l'euthanasie, pour ou contre l'aide, le suicide assisté, mais plus, est-ce que vous connaissez vos droits en matière de fin de vie? Parce que les gens ne savent pas qu'il y a une loi, vous l'avez cité, c'est la loi de 2016, Claes-Leonetti, qui est venue compléter la loi Leonetti précédente, et elle est venue compléter sur la question des droits des gens, notamment sur les sujets liés aux soins palliatifs. Alors des lois qui étaient jusqu'ici pas très bien connues par tous, et des lois qui n'ont pas été, je ne dirais pas bien utilisées, mais peut-être suffisamment comprises pour être utilisées. Oui, aussi, on peut parler de moyens. Dans le cadre, par exemple, des soins palliatifs, beaucoup de gens, on a découvert ici, sur notre territoire, mais pas que peu de gens savaient ce que c'était, et que le manque de moyens fait que on n'y a pas tous accès aux soins palliatifs. Il faut savoir aussi que quand on sait ce que c'est, quand on sait qu'on y a droit, ça fait peur. Parce que c'est assimilé à la fin de vie, à la mort. Oui. Donc on a bien vu tout à l'heure que la question de la fin de vie, c'est un sujet de société, mais qui est complexe, qui est intime, donc et qui n'est pas réjouissant. Et on a aussi posé donc sur les droits
les autres droits que comporte cette loi Claes-Netty, c'est les directives anticipées. Donc les gens ne savent pas ce que c'est que les directives anticipées. C'est la personne de confiance. Ils ne savent pas ce que c'est que la personne de confiance. Est-ce parce qu'ils ne savent pas ou est-ce parce qu'ils ne font pas confiance? Les chiffres que Marilyn qu'on va découvrir aussi tout à l'heure vont nous le montrer. Il y a une méconnaissance qui accentue un peu cette crainte qu'on peut avoir d'en parler. C'est un sujet qui est tabou. Et en même temps, on se rend compte qu'on ne prépare pas que, comme on dit en créole, ou qu'à mettre l'ordre dans le papier, mais on ne met pas que de l'ordre dans ces papiers. C'est l'aspect administratif, l'aspect héritage, etc. Il faut que soi-même, déjà, on mette de l'ordre, qu'on sache, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on veut. Lorsqu'on se retrouve, et il n'y a pas d'âge pour la fin de vie. J'allais le la dire. fin de vie, c'est pas parce que les personnes âgées. Que quand on parle de fin de vie, on parle des personnes âgées pas qui du sont tout. là à tout âge. À tout âge. Une maladie peut se déclarer subitement à tout âge. Un accident peut se déclarer de travail, de voiture, à tout moment. Donc il n'y a pas d'âge pour rédiger ces directives anticipées, pour pouvoir dire ce qu'on veut. Si on se retrouve à un moment dans l'incapacité d'exprimer, est-ce qu'on veut être sous respirateur artificiel? Est-ce qu'on veut être accompagné dans le meilleur confort lorsqu'on va s'éteindre, donc subir ce qu'on appelle la sédation profonde et continue? La Marilyn pourra expliciter ces termes. Est-ce qu'on veut être nourri artificiellement? Il y a plein de dispositifs qui sont mis en place par les médecins pour apporter le plus de confort possible, mais les gens ont le droit, selon, on parlait tout à l'heure de convictions religieuses, selon leurs croyances, selon leurs coutumes, selon tout un tas de principes qui leur appartiennent et qui sont légitimes. En tout cas, ce n'est pas encore médical de juger si c'est légitime ou pas, mais de respecter. Mais si vous dites rien, si vous n'exprimez pas, on peut pas, ça devient compliqué. Et donc on s'est rendu compte dans cette enquête qu'il y avait beaucoup de choses. Avant d'en arriver à l'accès à l'euthanasie ou à l'accès au suicide assisté, il y avait plein de choses auxquelles on avait droit et qu'on ne savait pas, notamment les soins palliatifs. Voilà. Marilyn, alors ces chiffres. Alors, donc 400 répondants, donc tous âgés de plus de 18 ans et habitant la Guadeloupe et les îles du Nord. Donc il y avait 53% de femmes qui ont répondu. Alors concernant la loi Claes-Netty, seuls 12% des personnes connaissent cette loi. 12%. Oui, les femmes un peu plus que les hommes, mais bon, très peu. Il y a aussi une notion importante par rapport au sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est que 33% des personnes pensent que l'euthanasie est autorisée en France. Mais je pense que c'est l'euthanasie ancienne version, c'est-à-dire que le médecin peut, dans certaines circonstances... Voilà, je pense que c'est voilà, surtout ça. Voilà, c'est ça. Alors sinon, voilà, pour la plupart, 79% estiment ne pas du tout être informés sur les dispositifs relatifs à la fin de vie, donc qui sont le fait de pouvoir choisir sa personne de confiance, le fait de pouvoir rédiger ses directives anticipées et le fait de savoir que dans certaines circonstances de souffrance intolérable, on peut demander à adoucir son agonie, on va dire, par la sédation profonde et prolongée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir une dose de sédatif qui vous pousse vers voilà, c'est-à-dire la mort. Alors là, c'est vraiment en fin de vie. Par exemple, une personne a un cancer, on sait que sa fin est très proche. Tous les sédatifs donnés à des doses thérapeutiques ne suffisent pas, donc on appelle cela des douleurs réfractaires, donc qui ne sont plus accessibles au traitement. Et dans ces cas-là, le patient peut demander à lui donner de fortes doses pour arrêter le cœur. En fait, moi, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Alors c'est surtout que ça endort. Ce que ça calme surtout, c'est les fonctions respiratoires. Excusez-moi, est-ce que c'est ceux qu'on a administrés il y a très peu de temps aux gens qui étaient atteints du Covid? Non, c'est pas ça du tout. C'est pas cette sédation-là, mais il y en a eu une. Alors ça, c'était pour que les gens puissent ne pas... Parce que vous savez, quand les personnes mouraient du Covid, c'était un peu comme on se noie. Il n'y a rien de pire comme
façon de mourir que de se noyer. Donc on donnait des choses qui calmaient. Et la personne mourrait, elle ne revenait pas. Hein? D'accord. Oui. Okay. Et sinon, donc la c'est pour apporter vraiment un confort à la personne. Voilà. On sait qu'elle va, on sait qu'elle va mourir. C'est une question de quelques jours, parfois de quelques heures. Mais l'agonie de la personne, elle est insupportable. Donc, ça permet d'apaiser cette agonie, d'apporter un confort. Donc, elle est plongée dans un sommeil et elle va s'en aller comme. De toute façon, elle devra s'en aller, mais elle va s'en aller d'une manière beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine, et même pour son entourage, beaucoup plus acceptable aussi que de la voir dans des crispations, dans des souffrances, dans des douleurs. N'a plus de douleur, n'a plus de souffrance, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle partir en douceur. Voilà. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis un bon moment, hein, même avant 2016. Hein, même avant 2016. Ouais. Voilà. Alors, dans les directives anticipées, par exemple, il y a un sujet qui revient assez souvent, c'est le fait que beaucoup de personnes veulent mourir à la maison. Ah. Donc, on a son vieux papa, sa vieille maman qui dit « on voulait, moi, à 15 ans moins ». Et qu'est-ce qui se passe lorsque la personne commence à montrer des signes qui montrent que la fin est proche? Souvent, les enfants, enfin l'entourage panique et la fait hospitaliser. Ah. Et du coup, la personne, elle va mourir à l'hôpital, peut-être toute seule. Et ce genre de choses, si c'est écrit dans les directives anticipées, peut-être que ça peut aider les enfants à suivre le choix et la volonté de son parent. Et alors, est-ce que au niveau de la loi, on précise que ça doit être systématiquement à l'hôpital? Ou est-ce que ça peut être à la maison, ça peut être n'importe où? Non, il faut qu'on définisse ce que c'est que les directives anticipées. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un droit que vous avez. Vous écrivez sur un document libre, manuscrit, tapé à la machine, que vous remettez à ce qu'on appelle la personne de confiance. Ça peut être votre médecin traitant, ça peut être votre mari, un de vos enfants, en tout cas quelqu'un en qui vous avez confiance. Surtout, vous faites savoir que vous avez remis à votre entourage, à cette personne, un document dans lequel vous avez rédigé ce que vous souhaitez, si vous êtes en fin de vie, et ce que vous ne souhaitez pas. Voilà. Alors, si vous voulez mourir à domicile, vous le mentionnez, et vous, dans ce document qui est confié à quelqu'un d'autre. Alors, on va donner aussi la définition de suicide assisté. Donc, c'est l'acte de fournir un environnement et des moyens nécessaires à une personne pour qu'elle se suicide. C'est la personne elle-même qui déclenche sa mort à ce moment-là. Maintenant, merci Samuel de nous avoir rejoints sur ce plateau. Et puis, je m'adresse à vous, et puis le noyau dur pourra réagir, puisque il y a ce projet de loi, mais on trouve, et je regarde Marilyn, on trouve dans le serment d'Hippocrate, prêté par les médecins, voilà, à la fin de votre thèse de doctorat, 2 phrases qui peuvent paraître paradoxales, mais qui résument bien la situation. Je ne donnerai pas la mort délibérément et je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Alors, comment tout concilier? Et surtout, c'est difficile. On a la loi. C'est tout et le contraire. Exactement. Ah, on est d'accord. Donc, comment aborder tout cela, Marilyn? Alors, l'aide active à mourir, elle se fait dans des circonstances très particulières. Les maladies emblématiques qui ont conduit à adopter cette loi, donc ce sont des malades qui souffraient de ces maladies. Ce sont en général des maladies dégénératives. La plus emblématique, c'est vraiment celle où le patient voit toutes ses fonctions petit à petit s'amoindrir, disparaître, la marche, de pouvoir manger, de pouvoir déglutir, de pouvoir parler, alors même qu'il reste conscient. Donc ça, c'est une maladie. C'est les premiers patients à avoir demandé cette aide active à mourir, ce sont ces patients qui avaient cette maladie
particulière. Et puis après, il y a d'autres maladies où, effectivement, le patient a ses fonctions physiques et intellectuelles qui s'amenuisent de façon identique. Mais celle-là, cette maladie, c'est vraiment celle qui a conduit à pouvoir réfléchir sur comment on pouvait abréger donc, les souffrances d'une personne qui se voit décliner. Est-ce qu'à ce moment-là, on a répondu à ces différentes demandes? Puisqu'il y avait, jusqu'ici, il n'y a pas de loi. Alors, il n'y a pas. Alors, il y a une inégalité. Il y a une inégalité, en fait, sur le territoire français. Cette loi, elle répond aussi à ce problème d'inégalité. Comme Sandra l'a dit, on doit pouvoir, sur notre territoire, donner le même accès à des soins particuliers pour chaque patient. Et là, ce sont les plus riches qui peuvent aller dans ces situations dans d'autres pays. Je décris, oui, dans d'autres pays, que ce soit en Suisse ou en Belgique, à pouvoir obtenir cette fin de vie qu'ils souhaitent, en fait. Donc là, il y a une inégalité sur le territoire, puisque les personnes qui ne peuvent pas accéder à ces soins qui ne sont pas gratuits. Donc les demandes jusqu'ici sont restées sans réponse en France. Alors les demandes sont restées sans réponse. Et ceux qui ont les moyens, ils sont allés trouver des réponses. Ceux qui ont aussi des ressources intérieures, on ne peut pas se le cacher. Je pense que quelqu'un, je ne sais pas, un médecin qui a cette maladie se débrouille pour pas vivre jusqu'au bout, par exemple. Donc, après, la réponse que le système nous permet d'accéder maintenant, c'est les soins palliatifs. Parce qu'on parle bien de soins de confort, d'accompagnement, pour que l'agonie de ces personnes qui sont, on l'a encore dit, dans de grandes souffrances, puisse se faire le plus dignement possible et avec le moins d'impact psychiquement et physiquement. Donc les réponses qu'on avait jusqu'à présent, c'est... La dignité, à ce moment-là, c'est quoi? En fait, moi je dirais que c'est un conflit, on parlait de conflit de valeurs, c'est un conflit entre solidarité et liberté. Liberté, c'est le patient qui décide, qui choisit de ne pas se voir décliner. Il veut préserver sa qualité de vie jusqu'au bout, et donc il préfère abréger. Voilà. La solidarité, c'est ceux on va pas dire qu'ils se livrent aux autres, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va décliner, on sait qu'on va être dépendant et on l'accepte. Et donc, il y a des personnes qui n'acceptent pas de pouvoir, comme ça, savoir qu'eux, ils vont ensuite être dépendants des soins de leur famille ou de leurs proches. Donc, la dignité, en fait, elle est dans les deux camps. C'est-à-dire que ceux qui acceptent de se livrer et qui, dans la confiance en fait aux autres, je dirais, ils sont aussi dignes que ceux qui décident de ne pas se voir décliner. Donc, Samuel, Harry, ça peut être Evita. aussi autrement. Ça peut être, je ne veux pas être une charge pour mes enfants et je ne veux pas gâcher la vie de mes enfants. Parce que cette situation devient un moment une charge pour tout le monde. Et pour ce que j'ai déjà vu, des fois, je trouve que les gens bien portants deviennent malades. Et finalement, on rend son environnement très mal, très mal. Et je trouve ça, là, ce n'est pas solidarité, je trouve ça un peu égoïste des fois, à ce moment-là. Mais je vais rapidement rappeler une petite histoire. Mais vous savez qu'il y a une association de gens sur le territoire national, que des gens qui justement se battaient pour que justement on arrive à passer pour mourir dans la dignité. Et finalement, il y a un comprimé. Aux États-Unis, il y avait un comprimé qui se vendait sous la table. Et que finalement, il y avait une clientèle. Cette association-là, tous ses membres avaient acheté. Ça coûtait $400. Mais vous avez même le prix. Ah oui, non, mais effectivement. Mais le FBI avait pu arrêter la personne qui vendait. Et donc, il s'est trouvé... on a pris son ordinateur, on a eu la liste des gens qui avaient acheté ça en France. Et finalement, on a organisé une descente le même matin chez tous les membres de cette association à 6 h du matin.
la police est descendue, mais dans toute la France, parce que c'est une association qui n'était pas très localisée, une association qui était ouverte. Ils ont fait une descente sur tous les gens qui étaient sur cette liste-là, pour entrer dans leur salle de bain. Le même jour et à la même heure. À la même heure, mais oui, parce qu'ils n'avaient pas le temps de s'appeler, et pour récupérer ces comprimés. Bon, et en leur disant d'ailleurs, vous n'avez pas le droit à ça, parce que dans un monde libre, on parle de... Mais pour moi, le premier vrai débat, c'est que dans un monde libre, on veut dire, le vrai problème, c'est qu'on interdit à quelqu'un, et la question a été posée tout à l'heure, la vie appartient à qui? Ma vie m'appartient ou appartient à quelqu'un d'autre? On m'interdit de disposer de ma vie. Moi, c'est un vrai débat. Le débat, pour moi, philosophique, commence là. Est-ce que ma vie est à moi ou est-ce que ma vie appartient aux autres? Ça dépend de vos convictions. Ah ben oui, mais tout à fait. Mais moi, je considère, pour moi, ma vie, c'est une affaire qui me concerne et qui est la mienne. Et à partir de ce moment-là, je reconsidère tout d'une autre façon. Et je considère que le droit de... On a dit, en cas d'accident, mais je considère qu'il y a des gens qui peuvent être très bien portants, qui peuvent savoir marcher très bien, courir très bien, penser très bien, et qui n'ont pas envie de vivre. Parce que ça ne les intéresse pas. Et je considère... C'est un autre sujet. Ah oui, mais justement, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais c'est interdit. Parce qu'à cette personne-là, quelle solution que cette personne-là, si ce n'est de se faire violence? Or, c'est pas dit que j'ai envie de me faire violence. J'ai envie de me faire violence. Quelqu'un n'a pas envie de se tirer une balle dans la tête ou d'aller se prendre ou de ça. Mais pas là, c'est un autre sujet. Donc, c'est un autre sujet. Mais toujours, le débat de base, pour moi, il est là. Quelque part, il y a, et c'est pour ça le principe d'éthique, je trouve ça intéressant parce que, effectivement, nous sommes chacun différents et il faut trouver la formule qui répond à tout le monde, ou alors, en définitive, qui répond à tout le monde ou qui laisse sa liberté à chacun. C'est là la vraie question. C'est pour ça que, de toute façon, ce projet de loi, rien n'est imposé. C'est chacun en fonction de ses convictions, de sa vie, de son histoire, qui va pouvoir demander et de choisir. Vous avez des gens qui sont farouchement opposés et qui disent, et je pense que tous les arguments, toutes les positions sont acceptables et légitimes. Il n'y a pas une position qui prévaut sur l'autre. Il n'y a pas une opinion qui est supérieure sur celle de l'autre. Et vous avez des personnes qui vous disent, mais si on permet justement aux personnes de partir, et bien surtout on parlait des personnes âgées, certains de ces personnes vont se sentir presque coupables d'être un poids pour la société. Certains vont sentir que quelque part, c'est plus facile pour soulager leurs proches qui auront à s'occuper d'eux, à venir les voir tous les jours, que de se dire, on met fin. Donc vous avez des gens qui avancent l'argument que ça peut pousser un certain nombre de personnes, notamment les personnes âgées, à prendre cette décision ou à se sentir... une sorte de pression pourrait s'exercer. Donc on voit bien que c'est compliqué. Samuel et ensuite Evita. Les conditions qui justifient l'application de cette proposition de loi, les conditions ne sont pas réalisées. Parce que même si elle fait pression, si sur le plan de la santé, elles ne sont pas dans les conditions prévues par la loi, on ne pourra pas. Voilà. Samuel et ensuite Evita. Alors, c'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce que c'est déjà dit, mais peut-être que j'ai déjà entendu des choses intéressantes sur le plateau. Et je crois que c'est madame qui a parlé d'illégalité sur le territoire, forcément. Je pense que ça aurait dû être même un dispositif européen, parce que c'est vrai que, personnellement, je connais des gens qui sont partis en Suisse se faire euthanasie. Donc, effectivement, c'est une question de moyens. Et on n'est pas tous logés à la même enseigne sur le territoire, donc il faudrait peut-être... La France est très en retard sur ça d'ailleurs. Je pense que c'est l'une des décisions, l'une des lois les plus importantes qu'elle ferait voter sous la mandature de Macron, parce que les autres présidents n'arrivent même pas à se poser la question parce que c'est un sujet tabou. Donc je pense qu'il y a un moment où on doit se dire qu'est-ce que la vie finalement, parce que dès lors qu'un médecin peut vous apprendre que vous allez mourir, à ce moment-là, on peut accepter que vous acceptez de dire mais je ne veux plus aller jusqu'au bout, puisque le médecin vous dit, de toute manière, la médecine le prouve. Il n'y a qu'une personne à qui on a dit vous allez mourir dans un mois, 2 mois, et qui a continué à vivre
quelques années après. On sait la médecine, c'est lire. Non, Non, attention. Il y a un certain niveau. La médecine sait dire, mais presque précisément si vous allez partir. Il y a parfois, lorsque c'est trop anticipé, vous êtes peut-être dans le coma avant et tout ça, vous pouvez en sortir, mais il y a moi, à chaque fois que j'ai eu cette expérience-là, les gens sont partis de toutes les manières. Donc il y a un moment où la souffrance devient, vivre n'est pas, il faut bien comprendre que, est-ce que vivre à tout prix, à quoi ça sert de vivre à tout prix lorsqu'on sait qu'on va partir? Puisqu'il s'agit de se dire, vivre, c'est quelque part être autonome, c'est quelque part vivre, c'est profiter de la vie. Quand vous êtes couché, que vous savez de toute manière que vous devez partir, mais ça doit faire un désordre, pas possible mentalement. Ça doit vraiment vous tuer. Je pense que vous mourrez plusieurs fois avant d'arriver vraiment à la mort. C'est une vraie angoisse. C'est une angoisse de pouvoir se coucher le soir en se disant il me reste quelques mois, quelques semaines, quelques heures à vivre de toute manière, mais ça doit être angoissant. A-t-on posé la question à ces gens-là, à ce niveau-là? Parce que les seuls sachants pour moi sont ces personnes-là qui pourraient être interrogées où on leur dirait est-ce qu'on voulait partir à ce moment-là? Je pense qu'on aurait eu des réponses plus dans un sens qu'on ne le pense. Parce que c'est vrai que ça n'a rien de gratuit, ça n'a rien de digne, ça n'a rien que de traîner de maladie dont on sait, surtout quand vous souffrez. Surtout qu'à chaque fois, chaque seconde, il y a un mal qui vous êtes... On entend des gens souffrir à l'hôpital parfois. On les entend. Et c'est vrai que... Alors moins maintenant, parce qu'il y a quand même des textes cadres... j'ai pas fini. Toutes les fois, j'ai envie de dire que toutes les fois, quand on va se coucher le soir, le sommeil c'est une petite mort. Lorsqu'on va se coucher le soir, on ne sait pas, une fois qu'on s'est endormi, on ne sait pas. Pour moi, je compare ça à cette fin de vie-là. On vous donne quelque chose, un comprimé létal qui vous permet de partir sans souffrir. Et ça, c'est pour moi une avancée pas possible. Puisque on voit bien que des gens qui... Harry a parlé des personnes autour, c'est vrai, parfois vous avez plusieurs personnes qui ne vivent plus. Lorsque vous avez des parents qui traînent en longueur, vous savez déjà... Voilà, et vous savez déjà, parce que c'est écrit, vous voyez les signes. Parfois, une infirmière m'avait parlé une fois que elle est en train de glisser. Elle est en train de glisser. Donc on voit ces signes-là, et ces signes-là, ils sont irréversibles. Ils sont irréversibles. Donc à ce moment-là, je pense qu'on ne devrait pas être... je pense que c'est plus facile à dire lorsqu'on est portant, de débattre sur ça et de dire ah non, il faut être contre ça, il ne faut pas laisser la mort, la vie ne nous a... On peut dire ça. C'est un débat philosophique. Par contre, il y a quand même un point important, c'est toute la médecine de soins palliatifs. Parce que là, ce que vous décrivez, c'est vrai que c'est aussi une circonstance où là, vous décrivez une personne seule. C'est-à-dire, elle est seule avec elle-même et sa douleur. Et en fait, il y a une autre composante de la médecine qui a pour projet, en fait, de faire de cette fin de vie un projet de vie aussi. Donc ça, c'est aussi... voilà. Oui, aujourd'hui, il y a ce dispositif-là. Mais comme je dis, moi, je sais qu'il y a des personnes qui souhaitent partir. Il y a des personnes qui, à ce niveau-là, souhaitent partir. Et même si ces personnes-là sont encadrées, elles ne sont plus avec vous, elles ne sont plus là. Harry a évoqué un projet, un sujet. On a dit que c'est différent. Mais ce n'est pas tellement différent de ça. Lorsqu'il y a des gens qui ne veulent pas vivre, ça, c'est un autre sujet. Alors, imaginez-vous que si ça existe à ce niveau-là, comment des gens, voilà, quand ils sont malades, est-ce qu'ils souhaitent vraiment continuer à être malades, à souffrir, à voir leurs enfants souffrir? Parce qu'il y a tout ça. Vous voyez, vos proches, parfois, sont soulagés juste parce qu'ils partent. C'est-à-dire, au moment où ils viennent vous voir, ils sont abattus et ils ne vont prendre, j'ai envie de dire, ils ne seront bien que lorsqu'ils auront quitté la chambre et qu'ils vont partir, ils vont pouvoir respirer. Donc ça, quand même, c'est significatif. Et je pense qu'il y a des gens, le plus dur, c'est des gens qui sont restés grabataires, avec des escarres et tout ça, qui ont eu plusieurs, qui se sont vus partir, mais dans des souffrances pas possibles. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la médecine a fait énormément de progrès. Et elle vous permet de, voilà. Alors c'est vrai que le problème, c'est que les soins palliatifs, ils ne sont pas non plus accessibles à tout le monde. Voilà. C'est ça, c'est un des points. Mais c'est un des points du projet de loi, c'est vraiment de donner plus de moyens. Il y aura un plan sur plusieurs années pour qu'il y ait davantage de soins palliatifs dans chacun de nos départements, parce qu'on a bien vu que quand on parlait, je ne sais plus lequel de vous deux a parlé de projet de vie, de fin de vie, c'est que même quand on est en fin de vie, il y a encore de la vie.
Et les équipes de soignants, notamment aux soins palliatifs, mais pas que, sont là pour accompagner encore dans cette relation humaine qui existe encore entre deux personnes. La personne est en fin de vie, mais elle n'est pas morte. Donc du coup, il y a vraiment un accompagnement. Bon, ça va arriver. Voilà, donc il y a un accompagnement. Mais elle a une vie. Et les soins palliatifs, c'est ça. C'est sur ce qui reste de vie, c'est d'accompagner la personne et lui apporter le plus de confort. Et ce qu'on oublie de dire souvent, c'est qu'en plus, on accompagne aussi tous les proches. C'est ça. Les proches, et ça, c'est pas négligeable. Evita. Je voudrais juste bien rappeler que la loi dit bien, enfin, le projet de loi. Voilà, on est encore à ce stade-là. Elle dit bien, toute personne majeure est capable. Oui. C'est important aussi, Oui. la capacité de pouvoir vraiment être libre au niveau de sa pensée, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas, on ne vous dit pas, vous allez mourir dans 1 mois ou 2 mois. Même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, et écoutez bien, qui se trouve dans une situation d'affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable, et ou à tendance invalidante et incurable, lui infligeant une souffrance physique ou psychique insupportable ou la plaçant dans un état de forte dépendance. Donc, c'est quand même cadré. Ah oui. C'est vraiment... et c'est ça que les gens doivent bien comprendre, c'est cadré. Parce que quelqu'un, en fait, qui effectivement est malade et qui souffre, parce qu'il y a des maladies qui occasionnent des souffrances terribles, mais parfois, il se peut qu'il y ait un espoir. Donc, je trouve ça très intéressant parce que, en fait, il faut bien comprendre que par moment, psychiquement, quelqu'un de malade et qui souffre énormément, il y a des moments où... c'est évident qu'on tombe dans un état d'esprit où on se dit, bon, il vaut mieux arrêter. Et là, ça permet justement de passer ce cap-là. De passer ce cap-là parce il y a quelque chose de possible à recueillir. Et là, on est dans le cadre où vraiment c'est totalement insupportable. Et je pense que ça me paraît un élément important. Le deuxième point sur lequel, déjà il a été dit, toutes les questions, les passages de médecins, de 2 médecins, etc. Mais il y a un point qui me paraît important parce qu'à un moment donné, le bruit a couru très fort qu'on n'acceptait pas la clause de conscience des médecins. Et là, c'est reconnu. Et oui, mais à un moment, il y a eu un débat pour dire... Il y a eu un flottement. Il y a eu un flottement, on est d'accord. Et je vois que la loi a prévu que le médecin peut avoir une clause de conscience, refuser... imposer ça voilà. à quelqu'un. Il veut, s'il veut le garder d'accord le faire, on ne va pas lui imposer de donner... Mais, oui, alors moi j'aimerais quand même, parce que ça m'a inspiré une question. Alors, le projet de loi met en avant le principe fondamental qui a été maintes fois répété, celui de pouvoir disposer de soi-même en toute liberté. D'accord ? Je n'ai pas pu m'empêcher de revenir quelques années en arrière en me disant, mais est-ce que ce n'est pas en contradiction avec les obligations et contraintes imposées par le gouvernement pendant la pandémie Covid. Lorsqu'on regarde ce texte de loi, pouvoir disposer librement de soi-même. Donc, est-ce que là, lors de cette pandémie, on n'était pas en contradiction avec tout ça? Mais je suis d'accord. Mais je vais vous dire, quand on a défini en début d'émission ce que c'est que l'éthique, on a parlé de tension, de valeurs éthiques, de tension lorsque 2 valeurs peuvent se retrouver en opposition, s'entrechoquer. Dans le cas du Covid, vous aviez la valeur sécurité. Donc, la sécurité, c'est le fait de se protéger contre une maladie qui peut, dans certains cas, faire mourir. Donc, la valeur sécurité était en tension avec une autre valeur qui était la valeur de la liberté, l'autonomie, de faire ce que je veux
avec mon corps et de décider pour moi. Et là, on était dans une tension éthique parce que vous aviez deux valeurs, l'une ne prévaut pas sur l'autre. Alors, peut-être pour madame, oui, parce que dans son échelle de valeurs, la sécurité, la santé, c'est d'abord ce qu'elle va mettre en premier et sa liberté en second. Mais peut-être que pour monsieur, dans son échelle de valeurs, la liberté, l'autonomie prévaut sur la sécurité. Donc, et le gouvernement, ben, il a tranché. Il a tranché et certains, ça en a fait des heureux, ça en a fait des malheureux. Mais on se retrouve souvent, et c'est un peu le rôle de l'espace de réflexion éthique, c'est de réfléchir sur parfois, lorsqu'on est sur des sujets où on est en tension de valeurs. Et on peut comprendre que pour un médecin, et pour quiconque, hein, le kidam, on est dans cette question de fin de vie, dans une tension de valeur. Parce que le médecin peut se dire, moi, quand j'ai décidé d'être médecin, c'est pour sauver des vies, c'est pour accompagner des gens. D'ailleurs, la loi dit, si le médecin refuse, mais dit aussi, le médecin, il peut refuser. Mais il faut qu'il trouve un autre médecin dans les 2 jours, pour pouvoir dire oui, moi j'accepte. Tout de suite. Donc là aussi, si on connaît... Mais vous avez des médecins qui sont tout à fait favorables aussi, parce qu'ils se disent, c'est un geste pour certains médecins vous disent, c'est un acte de solidarité, de soins, d'accompagnement. Donc, vous voyez bien qu'on a 2 visions différentes. Donc, quand on parlait de liberté de choix, là, vous avez des médecins qui, on peut comprendre, qui sont contre, et on comprend pourquoi, et vous avez d'autres qui ont cette conviction que c'est, on ne va pas parler d'acte de soin, mais en tout cas c'est apporter à la personne qui n'en peut plus une assistante et ne pas la laisser partir, on va dire, seule dans sa souffrance, pour certains dans cette perte de dignité. Est-ce qu'aider à mourir, c'est pas sauver une vie? Très bonne question, je te la pose. En fait, c'est toujours ça, c'est chacun voit. Pour aller dans ton sens, tu sais ce que je te dirais, c'est vrai dans un sens, c'est que aider à mourir, c'est laisser quelqu'un partir avec le plaisir de sa vie. Absolument. Parce que mourir en souffrant, on maudit toute sa vie. Absolument. Et d'ailleurs, il y a une dame qui était dans un EHPAD à Sainte-Anne, qui disait, c'est une femme qui se portait très bien, elle est en bonne santé. Elle dit très bien, c'est quelqu'un qui a toujours été quelqu'un d'assez autonome, qui a bien gagné sa vie, qui a été totalement autonome, qui paye son EHPAD sans problème avec ses revenus, ça autre. Elle disait, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'inflige ça? Restez là. Parce qu'elle est là. Oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour m'infliger ça? Elle est là, j'ai pas... Mais parce qu'elle est là. Elle est encore vivante. Elle voit pas ce qu'elle fait là. Voilà. Elle dit, mais peut-être elle veut s'en aller. Dans le sens d'Harry. Non, elle ne souffre pas. Qu'est-ce qu'elle fait dans parce son que, alors, si vous discutez avec des... Je comprends pas. Alors, Evita, mais non, mais tu peux discuter avec des personnes âgées qui vont te dire qu'elles sont fatiguées de ne pas voir autour d'elles, c'est-à-dire toutes leurs amis, tous leurs amis sont déjà partis, voilà, ils ont voilà, mais tout ça fait partie de l'envie de vouloir partir. Voilà, la dame voulait s'en aller. Mais elles ne pourront pas utiliser... Non, on n'a pas dit ça. On est d'accord, mais ce n'est pas dans le cadre de la loi. Non, on n'a pas dit ça, c'est ça. Mais, enfin, pour l'instant, elles ne peuvent pas utiliser, mais... Moi, je pense que lorsque le vieil est parti aux États-Unis pour récupérer les... Je pense qu'ils avaient peur de ça, justement de ça. Plus peur de ça qu'autre chose. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'éthique évolue énormément. Parce que je me rappelle des fameux débats quand on a commencé à parler de la fécondation in vitro. Mais c'était... il y avait vraiment des débats passionnés. Oui, mais c'est lourd aussi. On dit, vous vous prenez pour Dieu de vouloir créer comme ça. Mais donc c'était... Et je vois que les choses... Voilà. C'est pour ça qu'on dit que vraiment la fin de vie, c'est un sujet de société. Mais c'est un vrai sujet parce que quand on met en parallèle la religion, quand on met en parallèle aussi les assurances, parce que souvent on se dit je prendrai une assurance décès pour que justement mes enfants, mes bénéficiaires puissent avoir un petit pactole, un petit quelque chose. Mais à partir, si cette loi est adoptée, ben, les assurances dans tout cela, puisqu'on sait bien, question très pertinente. On sait bien comment ça se passe. Alors l'assurance, à partir de là, vous pensez bien qu'elle ne vous dira pas oui, on peut bien
dire qu'après un nombre de jours, ça Oui, sera une mort naturelle pour une assurance. Est-ce que ça va être ça? Ah, elles vont devoir s'adapter, ça prix? c'est sûr. Ah, Elles vont devoir s'adapter, mais c'est l'assurance, comment elle va s'adapter? Elle va s'adapter en disant, bon, les assurances décès, soit il y aura des surprimes, soit il y aura des montants faramineux pour y avoir droit. Il peut y avoir beaucoup de choses. C'est mort naturelle. D'accord. Alors, oui, mais on transforme en mort naturelle. Au départ, c'est pas pour une assurance, c'est pas une mort naturelle. Donc, c'est pas une chose aussi simple que ça. Il faudra voir dans tous les compartiments. Parce qu'on se dit, oui, la fin de vie, mais le quotidien de la personne, c'était avoir son assurance décès, c'était bien d'autres choses. Donc, comment aborder son héritage, etc., etc. Donc voilà. Et c'est tout un chamboulement dans une vie. Pour l'assurance, oui. Je pense. Pour l'assurance, oui. Bon, je voulais apporter une nuance. Parce que quand on parle d'assurance, il faut attention. La partie de l'assurance qui est liée à la vie. Votre assureur, quand vous arrivez à 65 ans, vous dites c'est fini. Hein? C'est fini, vous ne continuez plus. Et croyez-moi, c'est fini. Je continue un peu sur l'assurance, vous allez mourir. Mais dans ce cas-là, un jour l'autre fois, vous payer. Non, c'est pas ça le but. Voilà, l'assurance, vous payez, et ça monte quand vous commencez à bouger 65 ans. Hein. Un point tel que je l'ai arrivé à 62 ans. Hein. Parce alors, que ça commence à goûter. Je ne veux pas trop ouvrir le débat dessus, oui, mais ce qu'on appelle, il y a quand même quelque chose qui colle pas. Ce qu'on appelle assurance vie, c'est assurance. Enfin, dans le quotidien, c'est assurance décès. Oui, d'accord? Oui, d'accord, décès et assurance. Ce qu'on appelle assurance vie, c'est l'épargne en cas de vie. Donc il y a aussi, au niveau des mots, il faut bien voir les choses. C'est un truc avant, à 65 ans, arrête. Décès. Après 65 ans, c'est fini. Ça, c'est une première chose. Oh, il y a des assurances qui... Peut-être qu'il va arriver à 68 ans. Mais je peux vous dire que c'est par rapport à la moyenne de vie, mais ça ne marche pas comme ça. Je continue à vous donner donc l'avis des Guadeloupéens justement sur ça. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, un tiers des répondants, donc 33,5%, approuvent qu'une personne souffrant de maladies physiques ou psychiques incurables et insupportables puisse recourir à l'euthanasie. Donc un tiers des personnes. Ils sont 61% à ne pas approuver cette pratique. Donc beaucoup plus. Combien? 61%. 61%. Et 5% ne se prononcent pas. Donc ça, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on trouve... alors qu'en France, on est de l'ordre de 82%. Voilà, 82% en France. Donc il y a vraiment... Là, c'est vraiment... On voit que c'est une question de culture aussi. Voilà. Chez vous, la mort n'a rien à voir. Voilà, c'est culturel. Ça n'a pas la même... Voilà. Dans les Guadeloupéens, c'est vrai, ne sont pas encore prêts pour ça. Non, c'est une démarche intellectuelle. C'est ce que l'enquête révèle. Ah oui, l'enquête est claire sur ça. Il y a une grande méconnaissance des choses, mais il y a aussi une grande peur, une appréhension, et puis beaucoup de... Et puis la mort dans notre culture, elle a tout son sens. On a nos propres rituels. Il y a des gens qui gardent espoir jusqu'au bout. Les gens se disent peut-être. Non, mais on préfère aussi l'éviter. On préfère l'éviter puisque regardez la préparation même de l'héritage et tout. Cette indivision qui règne chez nous n'est pas monnaie courante sur la nationale. Donc, mais tout ça participe justement de notre refus de savoir qu'un jour il y aura une fin. Donc chez nous c'est culturel, on ne parle pas de ces choses-là. Oui. Alors il y a quelque chose aussi d'assez... 51%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. Alors, donc il y a des différences en fait aussi par rapport au suicide assisté. Donc près de 29% des personnes interrogées approuvent le recours au suicide assisté. 66% n'approuvent pas. Oui. Ah oui, donc c'est plus important. Voilà, et celles qui l'approuvent sont significativement plus jeunes que celles qui ne l'approuvent pas. Voilà. Plus jeunes. Celles qui l'approuvent. Celles qui l'approuvent sont chez les plus jeunes. 61% n'acceptant pas, c'est quoi? C'est l'euthanasie? C'est l'euthanasie, oui. Oui, voilà. Alors, 17% des répondants sont tout à fait prêts à prendre un produit létal en présence de leur médecin pour mettre fin à leur souffrance. C'est quoi un produit létal?
Et ben c'est Un produit qui l'aide tue. active à mourir. Mortel. C'est un produit qui C'est un produit. Suicide assisté. Mortel. D'accord. Le petit voilà, va. 400 euros. 400 dollars. Harry donne le montant du petit comprimé. Donc 17% des répondants sont prêts à recourir au suicide assisté. La majorité n'est pas favorable à cette décision, hein, donc 63%. Et en ce qui concerne la sédation profonde et continue, 41% approuvent cette pratique pour une personne souffrant de maladies physiques, 41%. psychiques, voilà, incurables et insupportables. Et là, de même, les personnes qui approuvent sont significativement plus jeunes que celles qui ne l'approuvent pas. Alors, est-ce qu'il y a des médicaments spécifiques pour ça? Il y aura un petit comprimé, comme dit Harry, spécifique pour cela, Alors, dans ce qui est prévu. oui, alors là, c'est pas mon domaine du tout. Mais est-ce qu'on peut penser à cela? Oui, il y a toutes sortes de Remboursé médications par la sécurité impossibles. sociale, ça c'était pour la petite boutade. Oui, parce qu'en fait, en France, c'est ça Oui. aussi, c'est qu'en France, la plupart des soins sont offerts. Alors là, c'est pas vraiment un soin. Enfin, c'est un Enfin, soin c'est pas un psychique. soin, c'est pas- C'est pas un Je pense que Il y a beaucoup de choses provoque de des guérir après questions. ça. Je sais qu'à ce stade, le débat... Je peux t'apporter l'information. C'est un soin Sur les psychique. 400 Le euros. fameux comprimé de 400 dollars, tu meurs de 400 dollars, tu meurs dans les 5 minutes. Et il violent. y a un deuxième. Oui, ah non, mais c'est rapide. Mais ah non, tu vas pas très Mais il faut que ce soit. Et Non, je demande. il y a, pour ne pas donner l'impression de, parce que j'avais lu ça, mais il y a un deuxième comprimé qui était mis en place ailleurs, mais là, par contre, c'était un peu plus long, c'est 15 minutes. Mais en tout cas, 5 minutes même, c'est long. Ouais, bon, non, mais le problème, c'est que. Harry est très bien renseigné physiquement, sur hein. tout ça. Si Mais tu parce meurs tout que de suite, moi, c'est un truc qui m'a toujours il y a une choqué. violence, Je quand ne même. comprends pas. Tu dois que souffrir. Alors, Ah oui, oui. Non, mais moi, je sais suis qu'à ce depuis stade, tantôt. c'est très intéressant. Nous avons d'autres chiffres certainement. Donc, nous marquons une pause, la dernière d'ailleurs. Nous reviendrons avec vous, mais nous aurons aussi l'apport des téléspectateurs pour savoir un petit peu ce que pensent les Guadeloupéens de tout cela. À tout de suite. C'est vrai. Voilà, nous, Moi non plus, ça m'intéresse nous pas. reprenons, Non, ça m'intéresse pas, le cours mais- de cette émission, mais c'est vrai que hors antenne, ça continue. Maintenant, nous avons des personnes qui réagissent par WhatsApp, qui nous donnent aussi leur avis. Bien sûr, l'antenne est ouverte et nous récupérons des appels. Et ça, c'est pour Harry. Donc, un téléspectateur qui dit « Les assurances décès peuvent aller jusqu'à 99 ans. » Et ça, c'est pour Harry. Deuxième, jusqu'à 99 ans. Donc, les assurances décès peuvent aller jusqu'à 99 ans. Et je vous dirais, c'est quand même un connaisseur, c'est quelqu'un des assurances qui le dit, donc je ne mettrai pas en cause, je ne mettrai pas en cause cela. C'est un abus de langage entre la partie capitalisation et la partie... Ça ne peut pas. Mais c'est simple, enfin c'est du bon sens. Tout le monde, combien de gens qui vivent après 99 ans? Ça veut dire que les assurances soient déjà coulées, ils auraient déjà déposé le bilan. Si vous assurez les gens et jusqu'à 99 ans, mais vous imaginez? Mais Harry, tous les gens, le moyenne de vie, c'est 85 ans pour la femme et 83 ans pour Harry, l'homme. je dis, Mais non, mais les ça, c'est pas- assurances de toute façon, moi, je suis assuré, je peuvent l'aide dans 72 ans, garantir- parce qu'on m'a envoyé le document, m'a dit 65 ans, c'est fini. On a augmenté à 10 000 euros le truc. peuvent garantir, je dis bien, jusqu'à 99 ans. Donc, voilà. Et puis, quelqu'un qui dit produit létal égale poison. Oui, c'est ça. Enfin, sûr. Voilà. Ah, Donc, ça, les gens nous écoutent et suivent bien et donnent leur avis là-dessus. Et nous avons déjà aussi des appels de téléspectateurs. Donc, nous les récupérons et nous continuons avec vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, Bonsoir, monsieur. oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais intervenir succinctement pour préciser que on doit dépasser cette éducation judéo-chrétienne qui fait de la mort un tabou. Et parce que de plus, quand on est et votre
instinct vital est engagé dès votre naissance. Et de plus, vous savez, par définition, la vie, c'est une maladie sexuellement transmissible et mortelle à 100%. Merci. Merci, monsieur. Oui, bon, oui, bon. Qu'en pensez-vous? No comment. Oui, non. Non, Vous passez votre tour. Non, mais il a raison sur un fait. Tout le débat est sur le fait que les gens pensent qu'après la mort, il y a encore autre chose. Et de ce fait, on peut même être jugé parce qu'on s'est fait, enfin, parce qu'on rend le judéo-chrétien pose un paquet de problèmes. Parce que déjà, on part du principe qu'on a une autre vie après. Bon, mais si on a une autre vie après, on voudrait qu'elle soit bonne quand même si on meurt dans des conditions de souffrance. Si on se fait euthanasier et c'est pas dans les règles pour après, eh bien, on risque de se retrouver dans l'enfer aussi, cela. Enfin, on est dans un débat qui, bon, c'est religieux, chacun son truc. Moi, alors justement, d'où le problème d'ailleurs. Moi, ce que je trouve grave, c'est qu'on veuille alors, que celui qui est religieux dit « je veux rien », c'est son droit. On ne vote pas une loi où on dit aux gens « on vous impose quoi que ce soit ». Aujourd'hui, on est en train de débattre pour autoriser les gens qui veulent s'en aller à s'en aller. C'est là que je trouve ça pas normal. On dit pas on va voter une loi pour dire aux gens « vous dégagez ». Non, celui qui dit « je m'en vais », vous le laissez partir. Point. C'est ça le problème. Et je trouve qu'on tourne beaucoup. J'admets qu'il faut protéger les gens pour que demain matin, il n'y en ait pas qui veulent accélérer leur départ alors qu'ils ont envie de rester. Ça, c'est vrai. Il y a une protection à faire. Mais par contre, je ne comprends pas qu'on puisse bloquer quelqu'un qui dise « moi, je veux m'en aller. Je ne veux pas rester à galérer, à souffrir, je m'en vais. » Point. Alors, nous avons déjà un autre téléspectateur, mais une question par le biais d'Internet. Euthanasie égale mort sur commande, suicide assisté égale mort administrée. Quelles conséquences juridiques ou judiciaires? Donc ça aussi, il va falloir répondre à cette question. Et nous avons un appel de téléspectateurs. Alors, c'est pas quelque chose de... C'est la loi, c'est la loi, donc il n'y a pas de conséquences judiciaires. La loi fixe un cadre. À partir du moment où le cadre est respecté, il n'y a pas de conséquences judiciaires. Donc voilà, c'est ça. Mais avant, oui. Avant, oui. Voilà. Il y a des médecins qui ont été poursuivis. Voilà. Oui. Donc cette personne, je pense que peut-être qu'il faut lui rappeler dans quel cadre la loi va être probablement promulguée, dans un cadre bien précis où une personne présente un état de santé avec une maladie incurable, avec des souffrances psychiques et physiques insupportables et non traitables, et demande lui-même à ce que on l'aide à partir, à mourir. Donc c'est ce cadre bien nous avons un appel de téléspectateurs. Par contre, le spectateur qui a conséquences parlé. juridiques, si on ne respecte pas les conditions Voilà, de la loi. absolument. Les conditions d'éligibilité. Voilà. Il y a le téléspectateur qui vient de parler tout à l'heure, de manière un peu, j'ai envie de dire, il faisait quelques boutades sur le sujet, mais il dit quelque chose qui est vrai. On a un problème avec la mort. Se sont développés les cafés mortels au Canada, au Brésil, en Suisse et tout ça. Il y a des endroits maintenant, ce sont des lieux, on se réunit, comme les cafés... Les cafés éthiques, voilà, café philosophique, et où les gens parlent de la mort, où les gens arrivent à déconstruire cette idée qu'on se fait de la mort. Et je pense que ça aussi, ça peut servir. Ce sont des lieux, alors il n'y en a pas encore en Guadeloupe, mais en tous les cas, ils existent déjà en France. Et de plus en plus, il y a des cafés comme ça qui se montent, où vous avez des philosophes qui viennent, vous avez des sociologues, vous avez des psychologues. Je pense que là aussi, c'est une avancée majeure. Ah oui. Autre appel, bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Oui, allez-y, monsieur. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez, moi, je pour l'euthanasie à 100%. Je pour l'euthanasie à 100%. Pourquoi? Eh bien, j'ai déjà arrivé au point de la mort. Et quand quelqu'un ne souffre pas, il ne connaît pas la douleur de quelqu'un qui souffre. Quand on souffre, on est aveugle.
On est avec, on souffre. Même ça dure 15 minutes. 15 minutes, c'est rien. 5 minutes, c'est rien. On ne voit pas la famille. On ne voit rien d'autre que la mort. Et si la France est toujours en retard de tout ce qu'il fait, moi, si on me dit que j'ai un cancer, il n'y a rien pour moi, je fais rapidement pour me suicider de moi-même. Je vais prendre ma décision moi-même, au lieu d'attendre les médecins, ou attendre que je faiblis à mort. Parce que vous, tout ce qui est sur le plateau là, si un médecin vous dit que vous avez un cancer, il y a quelque chose qui va passer dans la tête. Vous pouvez être très fort, un médecin vous dit que vous avez une maladie, vous peut-être dans 5 mois, vous allez mourir. Moi, je suis sûr que ça va vous faire très très mal, la tête va péter. Et quand on souffre, on ne vit pas. Là où on va souffrir, on ne peut pas vivre. Là où on va lever tous les matins pour l'ambulance qui a une question. La France toujours en retard dans tout ça qu'on va faire. Mais moi, pour l'euthanasie à 100%, moi, je suis suicidé moins. Et si on est dans un ami, il a souffert en l'eau, et en vrai, il a épanoui, on peut passer, on peut faire comme si on pas vrai, parce qu'il n'y a pas de comédie là, moi, on ne peut pas dire Québec. Si on dit Québec, c'est qu'on est malédiction. On peut dire Québec, quand on dit Québec, là, Québec mal là, et on savait que moi, mon vieux ou mon plutôt, au lot souffert. Là, on dit comme ça, la vie belle, là, où on pas souffert. Mais une fois qu'on souffre tous les jours, matin, midi et soir, ah ben la vie n'est pas belle. Et il y a des gens qui travaillent à l'hôpital, qui n'ont pas de travail à l'hôpital. Un monde qui a demandé un comprimé, qui a souffert, il a refusé de bailler. Et moi-même, ça y est arrivé, moi. À part ça, si on connaît que c'est de douleur au fantôme, ah ben, on a souffert de douleur au fantôme. Si il n'y a pas pour famille à moi longtemps, on balance bien moi. Mais quand il y a toujours, on a fait des traitements. Mais c'est des traitements à vie. Mais si un jour il a fait mal, là il a fait mal, on a dit pourquoi on va être mort. Au revoir et bonne soirée. Merci, monsieur. Bon courage et bonne soirée. Voilà donc des témoignages de personnes qui sont concernées par la douleur, par la souffrance. Et Harry qui voulait rajouter quelque chose. Moi, ce que je dis, moi, par contre, il y a quelque chose que je trouve qui serait important. Je pense qu'il faudrait pouvoir donner, dans certains cas de figure, un téléphone portable dans le cercueil. Parce que moi, ma grande inquiétude, c'est de se réveiller dans le cercueil parce qu'on n'était pas mort. Mais je pense qu'avoir un téléphone portable, ce serait rassurant. Non, mais c'est une question de se poser. Quelqu'un qui se réveille, parce que l'histoire on est mort. Des fois, il y a des situations où des gens sont réveillés longtemps plus tard. Il y a des situations dans lesquelles les gens étaient déjà dans le sac, tout à fait. Et ils n'étaient pas morts. D'ailleurs, il y a une dame comme ça qui... je ne sais pas si vous avez lu un bouquin qui s'appelle Une larme, je crois. Et c'est une dame qui est couchée et qui ne réagit pas depuis plusieurs mois. Et elle n'entend pas, sauf qu'elle entend tout ce qui se passe autour d'elle. Et voilà, elle entend tout ce qui se passe autour d'elle, mais elle est inerte, elle ne peut pas bouger. Et donc, on parle déjà, on va la débrancher parce qu'il n'y a pas de solution, c'est vrai. Donc, je dis quelque chose qui est tout à fait contraire à ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, mais ça, c'est un cas parce que ça fait le sujet d'un livre. Et puis, il y a sa fille. Donc, tout le monde vient lui dire au revoir mamie, au revoir maman. Et puis, il y a sa petite fille qui lui dit au revoir mamie. Mais elle entend ça, mais elle ne peut pas bouger parce qu'elle est prisonnière de son corps. Et finalement, elle lâche une larme. C'est ce qui va la sauver parce que l'enfant va dire mamie pleure. Et on lui dit mais non, mamie ne pleure pas, mamie est déjà morte, presque, enfin mamie est morte. Enfin mamie pas presque voilà, morte. Et presque même mamie est morte, voilà. Parce que personne ne sait, voilà, les gens ne savent pas que mamie n'est pas morte vraiment. Voilà. Ça fait longtemps qu'elle est là, donc on l'a beau débrancher et tout. Et puis on appelle le médecin quand même, et les médecins qui viennent, et puis le médecin voit quand même l'alarme. Et finalement il pousse, et la dame se réveille. Donc c'est une dame qu'on aurait pu enterrer vivante. Mais pour revenir sur le témoignage
Du téléspectateur. Voilà, de l'auditeur, alors du coup, oui, c'est ça. Est-ce que, du coup, il a pu... Donc, en fait, là, je suis en train de plaider... Je peux plaider plusieurs causes. Là, il y a les médecins de soins palliatifs qui disent qu'il n'y a pas suffisamment de soins palliatifs. Donc, il n'y a pas suffisamment de médecins qui peuvent prendre en charge complètement tous les patients qui présentent des douleurs comme celles que présente ce monsieur qui, je pense, a dû être amputé d'une jambe, je suppose, ou d'un bras, je ne sais pas. Et c'est une des raisons qui peut générer une souffrance telle qu'on a pu la palper, mais sa prise en charge est-elle optimale? Donc ça, c'est, on va dire, l'argumentaire des médecins de soins palliatifs. Ouais. Nous avons un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, alors, oui, je vais intervenir par rapport à l'émission qui est en cours en ce moment. Je ne sais pas, j'aurais voulu que les gens qui sont sur le plateau disent ce qu'ils pensent par rapport au nouveau décret sur le dérive sectaire, puisque on a eu par exemple un médicament qu'on appelait le Mediator, et ça fait des années, il y a des gens qui luttaient justement pour enlever ce médicament du marché, du circuit. Ce médicament probablement a tué beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens il y a eu beaucoup de procès. Et avec le nouveau décret, c'est-à-dire qu'avec le nouveau décret, ce décret-là, on n'aurait pas pu prouver que le médicament n'était pas bon à laisser sur le marché avec les dérives sectaires. Il y a des gens qui ont lutté pour enlever ce médicament pendant des années. Avec le nouveau décret qui va sortir, on n'aurait pas pu prouver que ce médicament n'est pas bon. J'aurais voulu savoir s'il y a quelques personnes qui peuvent intervenir à ce sujet. Oui. Merci, monsieur. Alors, merci. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il se dit que les personnes qui avaient été donc rendues malades par le Mediator auraient pu du coup accéder à cette aide à mourir. Alors, c'est ce que je comprends. Ah bon? Non, enfin, j'essaie de comprendre. Non, parce qu'il y a une histoire sur le Mediator qui, on a prouvé que c'était un médicament qui avait effectivement posé des problèmes. C'était un médicament qui permettait de maigrir et tout ça, et qui causait des problèmes valvulaires. Voilà. Donc moi, ce que je comprends de ce que pense ce monsieur, c'est que ces patients auraient pu, du coup, dans leur souffrance, recourir à l'aide active à mourir et n'auraient pas pu être là pour qu'on puisse mettre en évidence que le médicament était à l'origine de leur... Bon. Je ne sais pas si... Donc voilà, peut-être que le téléspectateur pourra revenir et nous dire s'il est satisfait de cette réponse. On parle de nouveau décret, il faudrait qu'il puisse... Je pense qu'il voulait dire cette loi. Là. Cette loi, ce projet de loi. Parce qu'on parle bien de projet de loi. Qui doit être je pense qu'il voulait mettre en avant un des effets délétères de la loi en dehors de... Oui. Voilà, donc nous débuterons tranquillement notre tour de plateau. Alors, fin de vie, peut-on provoquer une mort naturelle? Sandra. Direct. Ça a commencé par moi, donc ça, elle est fidèle à la tradition alors depuis le début de l'émission. Alors juste avant, je vous donne un petit peu de temps pour y réfléchir. Nous avons un appel de téléspectateurs. Nous le récupérons et je reviendrai avec vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Voilà. Alors, je voudrais dire juste ceci. À la fin des civilisations, la dérision l'emporte toujours. Ceci dit, l'humanité n'est pas née hier, mais il y a 300 000 ans. Et l'humain a toujours supporté la souffrance, accepté la souffrance, c'est le jeu. La souffrance fait partie de la vie. Par exemple, durant l'esclavage, personne ne s'est euthanasié. Bon, maintenant, je vais vous poser une question. L'euthanasie ou le suicide assisté, c'est-à-dire mettre fin à la vie de quelqu'un, mais dans cela, où se situe la différence entre le meurtre
sinon peut-être dans le mobile. Hitler fut critiqué pour l'élimination de personnes qui gênaient, handicapées, etc., etc. Donc, ceci dit, doit-on suivre tout ce qui vient d'Occident? Qu'est-ce que la vie? Quel sens donnons-nous au respect de la vie? Y a-t-il des gens qui gênent? C'est peut-être là le sens de cette affaire. Nous sommes venus sur la terre pour vivre. Cette histoire d'euthanasie, de suicide assisté, etc., c'est un faux débat. Vivons comme nous avons toujours vécu. Et la mort est là. Personne n'a peur de la mort. Ma mère souriait quelques minutes avant sa mort. Elle savait qu'elle allait partir. Personne n'a peur de la mort. Donc, continuons à vivre en humain. C'est ça l'humanité. Pourquoi chercher à éliminer ceci, cela, en faisant croire qu'on est, etc. Non, un meurtre, c'est un meurtre. Voilà. Merci et bonne soirée. Merci, monsieur. Voilà un autre rapport à cette émission. Oui, oui, ça fait l'objet de... Un meurtre, c'est provoqué par quelqu'un. Ce dont on parle là, c'est pas la même chose. C'est vous qui décidez de partir. Ça n'a rien à voir. On n'est pas sur un meurtre. Un meurtre, c'est une action par entière. Non, mais la réaction de ce monsieur. Le débat a montré sur ça. Oui, la réaction. Je suis d'accord. Mais je vois bien que moi, la façon dont je l'entends, la réaction de ce monsieur montre bien qu'on a tous nos convictions, on a tous notre rapport à la mort, un rapport qui est intime, qui est très personnel. Et cette loi, elle ouvre, j'allais dire, vers d'autres personnes qui ont un autre rapport. Mais elle ne vous impose pas, vous, ce rapport que vous pouvez avoir et la décision que vous pouvez prendre pour vous-même. Elle ne change rien, mais elle prend en compte d'autres personnes qui peuvent avoir d'autres convictions que moi, que chacun de nous. Elle ouvre une perspective à d'autres personnes pour lesquelles, pour l'instant, il n'y avait pas de perspective. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est d'avoir ce choix, mais ça ne change rien dans ce respect de nos propres convictions et de notre rapport personnel à la mort. Alors, nous aurons le temps de récupérer un dernier appel, mais nous faisons notre tour de plateau dans le même temps. Et je reviens à Sandra, le temps de récupérer ce dernier appel, je reviens à Sandra. Alors, peut-on provoquer une mort naturelle ? Alors, moi, je ne poserai pas la question comme ça, en fait. Je la pose comme ça. Oui, mais elle est orientée, la question posée comme ça. Peut-on provoquer une mort naturelle ? Moi, je peux pas. C'est la loi. Je peux pas répondre. C'est ce que ce projet de loi dit, en substance. Ah ben non, moi, je l'entends pas comme ça. Je l'entends pas comme ça. C'est pas provoquer une mort naturelle. Là, on peut jouer sur, effectivement, les mots, sur la façon dont on retranscrit ce que la loi peut dire. Oui. Moi, ma retranscription à moi, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une loi qui permet à des personnes qui ont un rapport à la mort, qui ont des convictions, qui peuvent être différentes des miennes. Moi, si demain je pense que la vie, c'est quelque chose de précieux, que c'est quelque chose, et qu'il y a une vie après la mort, c'est mon droit. Et c'est un droit qui, j'allais dire, prévaut pas sur celui qui pense que vivre en souffrance, c'est pas vivre. Donc, il voudrait, s'il est dans le cadre de cette loi, pouvoir bénéficier, qu'on abrège ses souffrances. Donc, pour moi, cette loi, on l'a dit, Dr Lakmi l'a dit en début d'émission, on est dans une société où on voit bien une pluralité d'opinions, où il y a une diversité d'aborder les choses. Je pense qu'il faut être tolérant et indulgent. Ma conviction à moi ne peut pas prévaloir sur celle de quelqu'un d'autre. Donc on doit respecter cette diversité, cette pluralité. Et c'est ce que cette loi, elle propose, c'est d'accepter qu'il y a des rapports à la mort, à la souffrance qui soient pluriels et divers. Ce monsieur, il a dit qu'on est né dans la souffrance, que depuis des millions d'années, on vit dans la souffrance. Il a fait allusion à l'esclavage. C'est sa conviction et c'est son droit. Je ne peux pas, moi, qui je suis, en tout cas pas supérieur à lui, pour dire qu'il raconte n'importe quoi. C'est le respect de son rapport à la mort et comment lui va décider qu'on voudrait le prendre en charge en fin de vie. Merci Sandra. Dernier appel et ensuite nous poursuivrons notre tour de plateau. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir monsieur, allez-y. Oui.
Alors je me disais, est-ce que ce n'est pas une question politique encore? M. Macron a encore touché quelque chose encore sur notre liberté. Parce que je constate que c'est comme le Covid. Hein. C'est un projet de loi, c'est comme le Covid. On touche encore sur les personnes âgées, nos anciens. Ça veut dire que bon, là, de toutes les façons, comme ils sont en fin de vie, donc voilà, on les laisse la liberté de se tuer comme ça. Et alors, monsieur, quand on parle de fin de vie, on ne parle pas de personnes âgées. Hein. Vraiment, c'est pas ciblé personnes âgées. En plus de ça. Donc, c'est qu'il a mis la barre encore plus haut. Donc, qu'est-ce qu'il cherche, Macron, juste? Qu'est-ce qu'il cherche? Moi, je voudrais savoir, poser la question. Qu'est-ce qu'il cherche? Pour le Covid, c'était une loi pour imposer les gens à se vacciner. Et même après, il y avait une division pour ceux qui étaient dans le milieu qui ne voulaient pas se vacciner. Et maintenant, si on est en fait de vie, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on ne peut plus produire. C'est ça, hein, le fait. On ne peut plus produire pour l'État. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc, vous ne pouvez plus produire. Donnez-vous la vie, comme ça, vous n'avez pas de retraite à payer. On ne doit pas de retraite à payer à ces gens-là. Pas de ça, pas de ce genre de choses. Voilà. Merci, monsieur. Voilà. Merci. Donc, de toute façon, les débats sont ouverts là-dessus, mais pour aller un petit peu vers ce que le monsieur dit, on ne peut pas s'empêcher de remarquer quand même la coïncidence des dates, puisque d'après les derniers sondages, 76% d'opinion favorable, et on ne peut pas se dire ou dissocier d'avec les prochaines élections européennes. Alors, hasard du calendrier, hasard favorable ou manœuvre politique. Bon, le monsieur a dit un petit peu de manière assez particulière, mais si on va plus loin dans l'analyse, on peut avancer cette question. Voilà. En allant tout dans l'analyse, celui qui a parlé avant, moi quand je traduis ce que j'ai entendu, mais je ferme les hôpitaux. Mais il y a des siècles qu'il n'y a pas d'hôpitaux, le monde a fonctionné. On parle de quel? Celui qui a dit avant, on est dans la souffrance, on a vécu, on est là, on vit, on continue à vivre. Pas de recherche, on n'avance pas, on n'investit pas dans les hôpitaux, on ne fait pas de recherche. On améliore. Non mais je regrette, chacun peut avoir son avis, c'est vrai, mais il faut un minimum cohérent. Dieu quand les esclaves ne se sont pas suicidés, tous ceux qui se sont jetés dans la mer sous leur bateau, pourquoi ils se sont jetés dans la mer? Parce qu'ils pensaient nager? Alors, on arrivera, Harry, tout à l'heure. Nous poursuivons rapidement notre tour de plateau avec Marilyn. Alors, comment peut-on provoquer une mort naturelle? Alors, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Alors, Sandra a donné son avis là-dessus. Oui. Alors, je Marilyn, dirais que, fin de vie, peut-on provoquer une mort naturelle? Stricto sensu. On sait que cette personne, ce patient, va décéder, on va dire, à moyen terme pour ce texte de loi bien précis. Et donc, son décès, ça sera une mort naturelle. Donc là, c'est comme c'est plutôt qu'on accélère l'arrivée vers une mort qui, de toute façon, aurait été naturelle. Donc ça, je pense que c'est voilà, une espèce de traduction. Voilà, mais sinon, je pense que vraiment, pour certaines situations, et là, on a bien vu la pluralité, en fait, des témoignages. Hein. Donc, des personnes qui manifestement souffrent et qui pensent qu'ils bénéficieraient bien de cette mesure. Voilà. D'autres qui pensent que... il faut laisser faire les choses. Voilà, il faut laisser faire les choses. Donc, en fait, il faut pouvoir répondre à tout le monde. Et c'est vrai qu'on a bien entendu des personnes qui souffrent. C'est aussi faire preuve de solidarité que de les écouter et de pouvoir répondre à leurs besoins. Et respecter la vie des autres, voilà, surtout. Ça. Merci Marilyn. Evita. Oui, je pense qu'en conclusion, il faut reconnaître que
la notion même d'éthique a tellement évolué qu'en fait, on peut simplement dire qu'elle est liée elle est liée au temps. Donc, dans 20 ans, 30 ans, je ne sais pas ce qu'on dira. Alors, il y a une loi qui, effectivement, arrive peut-être en retard par rapport à d'autres pays, mais là, quand même, un côté, moi, je trouve particulièrement positif, puisqu'elle accepte cette idée qu'on puisse, dans des conditions, quand on vit dans des conditions de souffrance terrible, qu'on puisse décider d'en finir. Et nous avons vu... Alors, on est au stade de projet de loi, et oui. Ça, il faut insister. Non, ça mais peut bouger, sincèrement, je ne pense pas, je peux me tromper, mais je pense qu'elle va... Je ne pense pas qu'on va la faire beaucoup bouger, parce que sinon, je ne vois pas tellement l'intérêt, en fait. Hein, si c'est... Il faut voilà. qu'il y a plein d'exemples maintenant. Voilà. Donc, ce que je veux dire, moi, on a vu l'impact de la religion, on a vu comment, même pour faire du théâtre, on avait, à un moment donné, c'était anti-religieux et c'était interdit religieusement de créer un autre personnage parce qu'on entendait ainsi rentrer dans la fonction divine. Parce que seul Dieu peut créer de la vie, donc seul Dieu peut permettre et qu'en créant un personnage, on ose créer la vie. Donc les choses ont terriblement évolué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme. Rien de ce qui est humain ne m'est indifférent. C'est l'homme, la femme. Et moi, je suis pour, tout à fait, l'aide à mourir, parce que moi, je peux le dire parce que je considère que le monsieur là m'a beaucoup touché quand il a dit tous les gens qui sont autour de cette table ne savent pas ce que c'est que la douleur. Quand on souffre, à quoi on est réduit, en fait. En fait, on est réduit uniquement à la douleur. Et c'est ça. Et à un moment donné, il faut l'arrêter. Et là, cette loi permettra cela. Donc, moi, je suis pour cette loi. Harry. Ben, moi, c'est très simple. Je considère que la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de regretter d'avoir vécu. Et je considère que quand on meurt en souffrant, on regrette d'avoir vécu parce qu'on ne pense même plus à la vie. On a l'impression d'avoir vécu un cauchemar tout le temps parce qu'on vit le présent. La douleur, c'est quelque chose d'horrible. D'horrible. Et je ne peux pas comprendre comment on peut... Écoutez, ma grand-mère est morte à l'hôpital en souffrant toute une journée de crise d'arthrose et tout ça. Quand la tante, quand elle m'a décrit, elle me dit, elle a fait tous les couloirs à l'hôpital pour dire, faut faire quelque chose, on ne peut pas la laisser comme ça. Et elle a fini par mourir de douleur à 20h. Et on dit, elle est morte. J'étais déjà à l'hôpital, on dit qu'elle est morte. Mais ce n'est pas la fait qu'ils sont morts qui m'a embêté. Je me suis dit, mais elle est morte comme ça. Je dis, mais comment cette dame-là a pu mourir comme ça? En souffrant comme ça? C'est une dame damnée de la terre, c'est pas possible. Elle est morte en souffrant. Et ça, je considère que c'est inhumain. Alors, ceux qui veulent mourir comme ça, non, la loi n'est pas là pour dire aux gens, vous allez tous mourir par machin. Il dit, ceux qui ne veulent pas souffrir comme ça, eh bien, on leur laisse le choix d'accélérer leur vie. Point. Alors, moi, on aime toujours les clivages. Ce n'est pas une loi de clivage, là. On laisse le choix à l'autre. Parce que jusqu'à présent, moi, ce que je trouvais grave, on ne laisse pas le choix à celui qui ne veut pas souffrir. Mais aujourd'hui, on lui donne le choix. Point. Ceux qui veulent mourir, alors là, ils sont en mort naturelle, mourir en voiture, en avion, machin, je ne sais pas si c'est naturel, on meurt dans n'importe quelle condition, on fait des accidents, des machins, etc. Bon, le principe, c'est au moins quand on meurt, qu'on meurt dans des conditions qui soient acceptables. Et pour moi, aujourd'hui, vu mon âge, je commence à être très inquiet. Je suis très content qu'on ait voté cette loi, parce que je ne cesse de me dire comment je ferai pour aller en Suisse. Alors là, au moins, je n'irai pas en Suisse. Alors là, merci Harry. Samuel. J'ai envie de dire, Harry m'a soufflé toute ma conclusion. C'est exactement ce que je voulais dire. Il faut que les gens comprennent que rien ne change pour ceux et celles qui veulent souffrir. Et mourir en toute souffrance, c'est pas un problème ça, parce que c'est pas une loi qui va forcer les gens, qui va vous tuer, ou Macron a un intérêt à dire... Non, il s'agit pas du tout de ça. C'est une loi qui, justement, pour une fois, va prendre en compte
eh bien, la vision de certaines personnes qui est de partir en toute dignité, de partir sans trop souffrir, puisque la souffrance n'est pas... Quand on appartient à la souffrance, et Harry l'a dit, on ne garde que ça à la fin. Parce que vous pouvez avoir une très très belle vie si la dernière semaine vous souffrez atrocement et tout ça parce que vous ne savez pas à quelle heure vous allez mourir. Le problème c'est que chaque minute c'est une minute. Lorsque vous n'arrivez plus à déglutir, on sait très très bien que c'est voilà respirer parce que c'est surtout ça. Il faut que les gens comprennent qu'il y a des gens qui partent, on ne peut pas respirer, mais c'est atroce. Donc est-ce que ça c'est la vie? Est-ce que ça appartient à la vie? Non. Pour moi la vie peut s'arrêter avant la mort, puisque la vie c'est lorsqu'on vit. Et si à un moment on se dit qu'on va trop souffrir, justement, c'est se protéger soi-même, c'est faire... Pour moi, continuer à vouloir vivre, c'est ça le suicide. Parce qu'on ne peut pas aimer la souffrance. Donc à partir du moment où cette loi-là, je pense que c'est un grand, et je l'ai dit, hein, c'est ça que ce gouvernement-là fera ça va être un grand moment parce que on y a beaucoup pensé, mais ça a toujours été repoussé au calendrier parce que voilà, ce sont des sujets aussi brûlants que la peine de mort, que l'avortement, que des sujets qui sont clivants parfois. Mais aujourd'hui, je pense que même l'Église, elle était chose, hein, même l'Église, il y a quelques velléités, mais on a bien compris que les Français allaient dans cette direction-là de se dire, parce que les gens de plus en plus fréquentent les hôpitaux ivoires, et je peux vous dire que pour les familles, ce sont des souffrances extrêmes lorsqu'elles ont accompagné un membre de la famille qui part dans des souffrances extrêmes. Donc je pense que vraiment, c'est une bonne loi. Elle est arrivée, et Harry a raison, parce que c'était ma crainte de dire, il faut qu'elle soit votée, moi je vois, elle va être votée en mai, il faut qu'elle soit votée rapidement. C'est pas un truc à différer, parce qu'il y a de vrais sujets. En tout cas, merci d'avoir bien voulu aborder, parler en toute liberté et transparence de ce sujet pas vraiment facile. Nous nous retrouverons pour une autre émission mercredi prochain. Mais avant tout, j'aimerais vous rappeler l'adresse mail, effectivement. Il y a des gens qui me disent oui, mais on propose des thématiques et vous ne les faites pas, vous ne répondez pas. Mais quelquefois, ce sont des sujets qui ont déjà été traités. Et puis, vraiment, nous essayons de satisfaire un petit peu tout le monde. Donc, ne soyez pas frustrés quand les sujets ne sont pas abordés, en tout cas de la manière dont vous le souhaitez. Le mail, que les choses soient dites, @gmail.com, que les choses soient dites, @gmail.com. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, mercredi prochain. Excellente soirée à tous.